Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec un titre très provocateur, mais ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Pour comprendre là où je veux en venir, on va s'intéresser à notre évolution. Mais pas à notre évolution biologique comme on peut très facilement le trouver sur internet, non. Ici, on va s'intéresser à notre évolution en fonction de nos émotions. Pour comprendre cette forme d'évolution, on va devoir démontrer un phénomène dont on ne parle pas, mais qui a pourtant bel et bien existé, c'est le Big Bang de l'amour. C'est pas une blague. Le Big Bang de l'amour s'est déroulé il y a au moins quelques centaines de milliers d'années et nous a offert tout un panel d'émotions dont nos ancêtres les plus anciens ne disposaient pas. Je sais que dit comme ça peut sembler compliqué ou farfelu, mais vous allez très vite voir qu'en réalité, c'est très simple et très rationnel. C'est parti! Imaginez qu'il y a 385 millions d'années, vous êtes un Tiktaalik qui possède deux caractéristiques qui vous distinguent des autres poissons. Vous avez à la fois des poumons et vous avez à la fois des nageoires qui vous permettent de marcher sur le sol. Et vous vous servez de ces deux atouts pour faire vos premiers pas sur la terre ferme. Vous, ainsi qu'un groupe d'animaux qui vous ressemblent, êtes à l'origine de l'intégralité des vertébrés terrestres. Rien que ça. Pendant les millions d'années qui vont suivre, vous allez évoluer en une multitude d'espèces différentes. Certaines vont être vos proies, d'autres vont être vos prédateurs. Toutes les espèces qui ne vous ressemblent pas peuvent donc être éventuellement la raison de votre mort. Il y a donc une émotion que vous ne deviez surtout pas perdre, une émotion qui d'ailleurs existe depuis que les êtres vivants existent. Cette émotion, c'est la peur. Vous allez donc pouvoir, grâce à la peur, survivre à vos prédateurs en les fuyant, puis vous reproduire et ainsi continuer l'évolution biologique. Et en l'espace d'environ 380 millions d'années, vous allez pouvoir vous tenir debout, vous servir de vos mains, développer la capacité de penser et ainsi vous rapprocher de ce qu'est l'être humain aujourd'hui. Mais là, on est face à un très gros problème. Parce que si vous êtes capable de penser et que vous rencontrez une personne inconnue, vous saurez que cet individu est capable de faire ce que vous êtes capable de faire. Alors vous allez prendre peur et le détruire. En plus, si vous le détruisez, vous allez pouvoir lui voler ses ressources et vous assurer qu'il ne vous tue pas en premier. Et en effet, beaucoup d'archéologues vous diront que pendant une période de la préhistoire, nos ancêtres pouvaient être particulièrement violents et mourir relativement fréquemment de la main d'un autre homme. And of those skeletons, 12 were pretty complete or partially complete. And in those, 10 out of those 12 have evidence of having been killed violently. Voilà qui est ironique. Cette même peur qui nous avait permis d'évoluer biologiquement se mettait à se retourner contre nous une fois arrivé à un certain stade, rendant impossible de continuer le processus d'évolution, voire même lui faisait faire marche arrière. La nature était donc face à un dilemme qu'elle devait absolument résoudre. Il fallait une force ayant le pouvoir de triompher de la peur. Il fallait une émotion qui allait nous permettre de ne pas seulement se considérer soi, mais aussi l'autre. Il fallait une énergie suffisamment puissante pour nous permettre de continuer notre évolution coûte que coûte. Et c'est ainsi qu'apparut l'amour. Et l'amour est une astuce que la nature a trouvée pour nous forcer à placer les besoins de quelqu'un d'autre avant les nôtres. Donc là, il se peut que vous ayez envie de me dire « Oui, mais bon, l'amour, c'est invisible, donc même si ton raisonnement tient la route, tu ne peux pas le démontrer. » Mais si, justement, on y arrive. Restez attentifs. Tout d'abord, on va s'intéresser aux travaux de Steven Pinker. Evolution bequeathed humans with a sense of empathy, an ability to treat other people's interests as comparable to one's own. Ce chercheur a rassemblé une multitude de données pour chercher à comprendre comment l'amour, l'empathie a fait évoluer nos comportements. Et la première observation qu'il va faire, c'est qu'on s'entretue de moins en moins. The red bars correspond to the likelihood that a man will die at the hands of another man as opposed to passing away of natural causes. In a variety of foraging societies, the tiny little blue bar in the lower left-hand corner plots the corresponding statistic from the United States and Europe in the 20th century, includes all the deaths of both world wars. If the death rate in tribal warfare had prevailed during the 20th century, there would have been 2 billion deaths rather than 100 million. More recently, wars of all kinds have become fewer and less deadly. The annual rate of war has fallen from about 22 per 100,000 per year in the early 50s to 1.2 today. Il va aussi remarquer que l'individu a été de plus en plus considéré avec le temps et que le monde est devenu de plus en plus démocratique. The world has never been more democratic than it has been in the past decade, with 2/3 of the world's people living in democracies. Peut-être bien que cette décision extrêmement importante pour tout le monde doit être prise par, disons, tout le monde.
Il va aussi montrer que tout ce temps qu'on passe à coopérer ensemble au lieu de s'entretuer ou à penser uniquement à notre survie, on va le passer à faire avancer la science, la médecine, et cela va avoir des conséquences positives sur notre santé et notre vie. For most of human history, life expectancy at birth was around 30. Today, worldwide, it is more than 70, and in the developed parts of the world, more than 80. Avec toutes les données qu'il a rassemblées, il a fait ou mis en avant plein d'autres graphiques que je trouve très intéressants. Mais il y en a un qu'il n'a pas fait et que j'aurais bien voulu qu'il fasse, c'est celui sur l'évolution du racisme. Mais en même temps, ce graphique, on peut le réaliser nous-mêmes et le visualiser dans notre tête. Pour cela, il suffit simplement de se rappeler de la place qu'avait le racisme dans notre jeunesse et de le comparer à ce qu'il est aujourd'hui. Bref, j'ai grandi dans les années 90. Du coup, il y avait plein de gens à la télé qui faisaient des blagues racistes et à qui on disait rien. Et justement, plus on recule dans le temps, plus on se rend compte que le racisme pouvait prendre une tournure malsaine, bien plus malsaine qu'actuellement. Donc voilà, grâce aux recherches de Steven Pinker et à une observation que tout le monde peut faire, on peut clairement dire que contrairement aux idées reçues, les êtres humains s'aiment de plus en plus. Avant de passer à la suite, on peut se demander vite fait pourquoi on a tendance à ne pas forcément remarquer ce phénomène. Alors pour moi, il y a principalement deux raisons. La première, c'est notre biais de négativité qui va nous faire voir le mal partout pour augmenter nos chances de survie. El famoso biais de négativité. Vous en avez déjà entendu parler, mais globalement, c'est le principe qui fait qu'on retient beaucoup plus ce qui est négatif, et même que ce qui est négatif va en général prendre plus d'ampleur, va être plus facilement viral. Et la deuxième, et ça c'est aussi Steven Pinker qui me l'a fait remarquer, c'est que plus il fait bon vivre sur Terre, plus les médias vont redoubler d'efforts pour nous éloigner de la réalité et nous maintenir dans la peur. A tabulation of positive and negative emotion words in news stories has shown that during the decades in which humanity has gotten healthier, wealthier, wiser, safer, and happier, the New York Times has become increasingly morose, and the world's broadcasts too have gotten steadily glummer. Donc je pense que c'est ce matraquage des médias, additionné à notre biais de négativité, qui peut nous empêcher de remarquer que l'amour est en pleine expansion. L'amour est partout où tu regardes. Ceci étant dit, on va maintenant s'intéresser au raisonnement que les scientifiques ont utilisé pour expliquer le Big Bang. Celui que tout le monde connaît. Pour faire très simple, en 1929, l'astronome Hubble va démontrer grâce à la spectroscopie que les galaxies s'éloignent des unes des autres. L'univers n'est donc pas stationnaire comme le pensait Einstein, il est en expansion. Suite à cette découverte, des scientifiques vont se faire la réflexion que si l'univers grandit, ça veut dire qu'il était plus petit hier, qu'il était encore plus petit avant-hier, et ainsi de suite. Et vous comprenez bien que si l'univers grandit, alors en regardant le film à l'envers, en regardant vers le passé, l'univers diminue. Et à force de diminuer, on arrivera forcément à un moment où tout l'univers était contenu dans un seul noyau très dense qui fut à l'origine du Big Bang. L'univers tout entier était contenu dans le noyau d'un très gros atome, le fameux atome primitif. Et que du coup, ce gros noyau d'atomes était parfaitement instable et qui s'est rapidement éclaté, donnant en quelque sorte naissance à l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Eh bien, ce raisonnement qui a été appliqué pour démontrer le Big Bang suite aux recherches de Hubble, on peut exactement appliquer le même avec les recherches de Pinker. Si l'amour grandit, ça veut dire qu'il était plus petit hier, qu'il était encore plus petit avant-hier, et ainsi de suite. Vous comprenez bien que si l'amour est en expansion, alors en regardant le film à l'envers, en regardant vers le passé, l'amour diminue. Et à force de diminuer, on arrivera forcément à un point où l'amour n'existait pas. L'amour est donc apparu sur Terre à un moment précis. Ce fameux Big Bang de l'amour dont j'ai parlé en début de vidéo. Mais il ne s'est pas produit parce que le noyau était trop dense, non. Il s'est produit parce que l'amour était une mutation indispensable pour continuer notre évolution. Et oui. Et tout comme les galaxies continuent de s'éloigner, quand l'univers est en expansion, on peut prédire avec beaucoup de facilité que l'amour va prendre de plus en plus de place dans nos cœurs, envers les autres êtres humains, mais aussi envers toutes les autres espèces animales. Over history, the circle has expanded from the village to the clan, to the tribe, to the nation, to other races, to both sexes, and we should extend to other sentient species. L'humanité et le monde qui l'entoure n'est peut-être pas aussi perdu qu'on ne le croit. Si dans vos actions vous choisissez la peur, vous survivrez, mais vous n'évoluerez pas. A l'inverse, si dans vos actions vous choisissez l'amour, à partir du moment que vous ne perdez pas la vie, vous évoluerez. Donc si un jour vous vous êtes posé cette question, les humains évoluent-ils encore? Eh bien oui, nous évoluons. Et l'amour, bien qu'invisible, participe énormément à cette évolution. Il y a maintenant deux questions qu'on peut se poser. Premièrement, l'amour et la peur sont-ils à l'origine de l'intégralité des émotions que l'on peut ressentir? Eh bien, oui. Quand on est dans la peur, notre intérêt va se porter sur nous-mêmes, alors que quand on est dans l'amour, notre intérêt va se porter sur les autres. Bien évidemment, il va en découler plein d'autres émotions, mais à la base, il n'y a que ces deux options possibles.
Au sein de l'être humain, il n'y a que deux élans, deux impulsions, deux émotions racines finalement. La peur ou l'amour. Deuxièmement, peut-on ressentir simultanément la peur et l'amour? Eh bien, non. Quand on est dans la peur, nous allons avoir tendance à être soit dans la fuite, soit dans l'agression. Alors que quand on est dans l'amour, on va avoir tendance à faire confiance, à partager, à créer. On ne peut pas à la fois fuir, agresser quelqu'un et à la fois lui faire confiance. On ne peut pas créer et détruire simultanément. C'est juste pas possible. La peur est donc à l'amour, ce que le froid est au chaud et ce que l'ombre est à la lumière. Son absence. La peur est l'absence d'amour. Ce qui veut dire par définition qu'à chaque fois qu'on choisit la peur, eh bien on ne choisit pas l'amour. Et comprendre ça a été pour moi la pièce de puzzle manquante pour réaliser un schéma qui va nous permettre de mieux visualiser notre évolution en fonction de notre dualité peur-amour. Le voici. S'il y a beaucoup de points d'interrogation, c'est normal, c'est que je n'arrive pas à trouver la méthode pour compléter ce schéma. Mais il y a quand même un point important à rajouter, c'est... Où est-ce qu'on se situe, nous? Alors ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo numéro 5, et en gros, on adore se donner l'illusion que notre motivation principale est l'amour, alors qu'en réalité, nous vivons toujours à une époque où nous sommes toujours principalement motivés par la peur. Parce qu'en attendant, la peur, ça reste une des sources de motivation principales de l'histoire de l'espèce humaine. Donc nous, on se situe quelque part par là, entre le Big Bang de l'amour et le point d'équilibre. Après, à quelle distance exactement, j'en sais rien. J'essaye vraiment, mais à ce jour, il me manque beaucoup trop d'informations. Alors, à ce stade, pour faire un lien avec le titre de ma vidéo, j'avais initialement l'intention de faire tout un chapitre sur la haine. Parce que le racisme, c'est de la haine. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire sur cette émotion que je préfère réaliser une vidéo plus tard qui lui sera entièrement dédiée. Mais en attendant, je vais vous faire un rapide résumé de ce que j'avais l'intention de dire au départ. Pour faire très simple, nos ancêtres lointains ne tuaient pas l'autre parce qu'ils avaient la haine, non. Ils tuaient l'autre simplement parce qu'ils avaient peur, c'est tout. La haine est venue après la peur, mais aussi juste après l'amour. Pour être plus précis, la possibilité de ressentir l'amour a débloqué la possibilité de ressentir la haine. Pour moi, la définition la plus précise de la haine, c'est technique d'auto-persuasion agressive visant à soulager la frustration engendrée par l'incapacité de pouvoir choisir l'amour dans une situation alors qu'on a conscience que l'amour existe. Et l'utilité de la haine n'est pas de faire évoluer celui qui la ressent, mais celui qui la subit. Bref, ce court résumé avec plein de raccourcis, juste pour dire que la haine n'est rien de plus qu'une conséquence de la peur dans un monde où l'amour existe. Il y a d'ailleurs un grand philosophe qui le dit très bien, c'est Maître Yoda. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Et au passage, que la peur engendre de la haine ou non, à l'origine de chaque problème sur cette terre, on trouvera toujours de la peur. Toujours. Et encore au passage, si vous regardez ou re-regardez toute la saga Star Wars, amusez-vous à remplacer le côté obscur de la force par la peur et la force par l'amour. Et on se rend compte que Star Wars a une deuxième lecture que personnellement je n'avais pas du tout su voir pendant des années. Voilà, je pose ça là. Et on arrive enfin au raisonnement suivant. Si le racisme c'est de la haine, que la haine c'est de la peur et que la peur est naturelle, alors le racisme est naturel. Mais comme nos cœurs se remplissent de plus en plus d'amour, plus on va avancer dans le temps, plus le racisme sera le symbole d'un manque d'évolution. Une personne raciste, c'est une personne dont son rapport à la peur est resté bloqué à un état moyenâgeux, voire préhistorique. Je sais que ce que je viens de dire est très limite, mais émotionnellement parlant, c'est vraiment ça en fait. Le racisme, quelle que soit la forme qu'il prend, c'est de la peur qui a engendré de la haine. Cette peur qui avait permis à nos ancêtres lointains de survivre dans leur contexte, et cette même peur qui se dissipe progressivement grâce à l'amour. Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes, mais c'est pas de leur faute. Hein. Et il y a des gens qui ont peur, ça c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. Et à partir de ces réflexions et du schéma qu'on a vu ensemble, il y a tellement, mais alors tellement de questions qu'on pourrait se poser. Comme par exemple, se servir d'une cause pour y décharger sa haine, au lieu de se servir d'une compétence pour servir une cause, ne serait-il pas une forme de racisme moderne ? Les motivations des mouvements antiracistes haineux d'aujourd'hui ne sont-elles pas très proches des motivations des mouvements racistes d'hier ? Répondre à la haine par de la haine est-il la meilleure solution pour résoudre un conflit ? Quelle est la liste des émotions négatives et positives qui sont une conséquence de la peur ? Quelle est la liste des émotions positives et négatives qui sont une conséquence de l'amour ?
Quels effets vont avoir ces émotions sur un individu ou sur une population sur le court, moyen et long terme? Quel est l'algorithme de l'évolution basé sur toutes ces émotions? Quel type d'alchimie va-t-il se produire à la rencontre de deux personnes ayant un écart d'évolution émotionnelle trop important? Quel type d'alchimie va-t-il se produire quand une personne est trop en retard comparée à la moyenne de la population? Creuser et comprendre du mieux possible les mécanismes de la peur et de l'amour ne serait-il pas un excellent moyen pour accélérer notre évolution émotionnelle et ainsi se rapprocher du point d'équilibre le plus vite possible? Et d'ailleurs, sachant que la crise écologique n'est rien de plus que la conséquence visible de nos comportements, faire en sorte d'accélérer notre processus d'évolution émotionnelle ne serait-il pas le moyen le plus efficace pour résoudre cette crise, ainsi que toutes les autres crises auxquelles on va faire face? Peut-être que la clé de la survie de la biosphère se trouve dans le hacking du comportement humain. Et il y a encore tellement, mais alors tellement de questions qu'on pourrait se poser. Des fois, on est convaincu de tout prendre en compte dans notre réflexion, alors qu'en réalité, on ne fait que réfléchir avec des données très restreintes. Alors chaque itération vise à justifier son propre bien fondé. Enfin, c'est récursif, ça n'a aucun sens. Est-il possible que dans un futur relativement lointain, notre amour nous aura tellement fait évoluer qu'on sera incapable de faire du mal à un autre être humain? Il nous a ordonné de tirer sur les civils. On a refusé, bien sûr. On a déposé les armes. Vous tous? Toute notre unité. Je saurais même pas dire comment ça s'est fait. La force. Est-il possible que dans un futur encore plus lointain, notre amour soit tellement fort qu'on se mette à développer des compétences hors normes, qui sembleraient absurdes aujourd'hui, mais qui ne le seront plus quand elles seront présentes? En fait, la vraie question intéressante n'est pas est-ce que l'homme évolue encore, ça on sait que c'est oui, mais vers quoi évolue-t-on? Et si la progression de l'amour est devenue observable à l'échelle d'une vie, se pourrait-il que l'amour n'évolue pas de façon linéaire, mais plutôt de façon exponentielle? Ainsi, le schéma qu'on a vu ensemble ne ressemblerait pas à quelque chose comme ceci, mais plutôt à quelque chose comme cela. Est-il possible qu'il y ait eu un Big Bang de l'amour du temps des dinosaures? Et si c'était le cas, est-il possible que l'amour n'a jamais pu se développer comme ce fut le cas à notre époque parce que leur environnement était trop hostile? Ou peut-être que l'amour a pu se développer, mais tout autant que la haine. Et comme les 3/4 des dinosaures étaient des machines à tuer, ça les a amenés à se détruire mutuellement. Le déclin des dinosaures avant même qu'un astéroïde ne leur tombe dessus s'expliquerait-il sur le plan émotionnel? De récentes études semblent indiquer que plusieurs millions d'années avant la grosse météorite et les méchants volcans, les dinosaures étaient déjà en déclin. Alors, on ne sait pas bien pourquoi. Et d'ailleurs, y a-t-il quelque chose à comprendre dans cette chute d'astéroïdes improbable? Ils ont eu une poisse incroyable. En fait, l'astéroïde qui frappa la Terre à leur époque s'est écrasé au pire endroit possible. Et ouais, il a percuté de plein fouet des roches très riches en pétrole. Est-il possible de faire un lien entre l'amour et les mystères de l'univers? De toutes les choses que nous percevons, seul l'amour transcende les dimensions temporelles et spatiales. Se pourrait-il qu'il existe des forces dans l'univers que l'esprit humain ne peut pas encore concevoir, qui feraient tout pour qu'une énergie aussi prometteuse que l'amour puisse émerger et se développer? Tant de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Ben non, je ne sais pas. Alors bien évidemment, j'ai déjà dans la tête de nombreuses hypothèses et pistes de réflexion que je dévoilerai tôt ou tard sur ma chaîne. Mais à ce jour, il y a tellement de pièces manquantes au puzzle que je ne peux absolument rien affirmer. Et c'est pour cette raison que je terminerai cette vidéo en indiquant de ne rien considérer de tout ce que j'ai dit comme une vérité, mais plutôt de voir dans cette vidéo une invitation pour se tourner vers de nouvelles réflexions. Aussi, avec la crise épidémique qu'on a vécue, j'ai lu beaucoup d'articles indiquant que comme l'être humain dégradait autant la planète, le mieux, ce serait que les sociétés disparaissent, voire même que tous les êtres humains disparaissent. Mais même s'il est vrai que l'humanité a fait énormément d'erreurs à cause de la peur qu'elle ressent et qu'elle va continuer à en faire encore beaucoup, je ne partage pas cet avis. Malgré toutes les horreurs qu'on a pu commettre, je pense que l'espèce humaine doit vivre et vivra pendant encore des millions, voire des milliards d'années, pour la simple et bonne raison qu'elle est capable d'aimer. On est certes capable du pire, mais on est aussi capable du meilleur. Et je suis intuitivement convaincu que si les scientifiques, les chercheurs, les politiciens, ainsi que nous tous,
s'intéressions davantage à l'invisible plutôt qu'au visible, alors nous serions plus en mesure de comprendre l'origine de chaque problème avec bien plus d'exactitude et donc d'y apporter une solution avec beaucoup plus d'efficacité. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la regarder autant que j'ai aimé la réaliser. J'ai énormément d'ambition. Donc si vous voulez m'aider à faire des vidéos le plus qualitatives possible parlant de nos émotions, eh bien le mieux, c'est de vous abonner. Pourquoi? Parce que j'ai appris il y a quelque temps que le CNC pouvait financer les jeunes vidéastes, mais pour être éligible, il faut avoir au moins 10 000 abonnés. Alors, j'ai bien conscience que je suis encore très loin de ce nombre, mais comme je ne manque pas d'idées et que je suis en train d'écrire une vingtaine de vidéos de ce style en même temps, je sais que tôt ou tard, j'y arriverai. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me soutenir, le mieux c'est de la partager, de vous abonner, c'est vraiment la meilleure façon de m'aider. Je vous remercie énormément de votre temps et de votre attention et je vous dis à dans quelques mois pour une prochaine vidéo. Ciao!